suis né en 60 donc. J'ai pas mal bourlingué, je suis né au Maroc, j'ai beaucoup bougé dans ma vie en fait. J'ai bossé un peu partout aussi, en Afrique, j'ai bossé dans des îles, l'océan Indien, etc., un peu partout. Et donc j'ai pas mal vu du pays, voilà. Donc il se trouve que j'étais un drôle de gamin qui avait une cervelle qui marchait un peu vite, quoi. Et donc je me suis embouqué comme ça sur des rails des études, parce qu'en France c'est comme ça que ça marche. Quand tu carbures en maths, en physique, etc., tu te retrouves, voilà, bac, maths sup, maths spé, machin. Bon bref, à l'époque, j'avais quand même une intuition. Je m'intéressais en fait à la ville pour son côté organique. C'est comment ça marche la ville. En fait, plein de gens tournent le robinet, l'eau coule, ils s'étonnent pas, quoi. Ils trouvent ça naturel, quoi. Ils tirent la chasse d'eau, ça le caca part, naturel. Les voitures roulent sur des feux rouges, des machins, personne ne se pose des questions. Moi, je m'en posais, bizarrement. Mais comment ça marche, ce truc-là? Je m'intéressais à l'organicité de la ville, en fait. Et donc, j'ai voulu faire les ponts et chaussées. J'ai présenté le concours des ponts et chaussées, j'ai été reçu aux ponts et chaussées, voilà. C'est très banal. Voie directe, bim, comme ça. Et ça, c'était en 80. Et j'ai passé 4 ans au pont, j'ai fait un cursus long exprès pour, d'une part, acquérir un master en urbanisme, et secondo, faire des stages longs. Donc j'ai fait 1 an et demi de stage en VDE, SNCF, un peu partout. Voilà. Et les choses commencent à être plutôt rigolotes à la sortie des ponts, en fait, parce que j'étais aussi objecteur de conscience. Donc, en sortant de l'école, j'ai objecté. J'ai dit, moi, je ne veux pas porter d'armes, désolé, je ne veux pas l'armer. Et donc, je me suis retrouvé avec un service punitif de 2 ans. Et ça m'a un peu donné le temps de réfléchir aussi, puis ça m'a donné le temps de voyager justement aussi en Afrique, de faire des projets de développement, etc. Et de voir aussi l'effet de l'argent sur des villages africains, etc. Plein de trucs très intéressants. J'ai beaucoup mûri dans ces années-là, beaucoup pris de claques aussi, mais bon, c'était bon, je crois. Ça m'a un peu... C'est des années qui m'ont aussi, quelque part... déconstruit le mythe de l'Occident glorieux, quoi, hein, on va dire, pour simplifier les choses, quoi, hein. Et le coup de grâce, ça a été en 85. 85 pour moi, ça a été une année 25 ans, donc je sortais de l'école. J'avais déjà une chérie, elle voulait un enfant, elle voulait qu'on ait une maison, etc. Donc les charges commençaient à peser sur mes épaules, les responsabilités. Et le coup de grâce m'a été porté par un article, je me demande même si c'était pas Paris Match, mais je crois que c'était Paris Match, qui titrait triomphalement ça y est, l'être humain a exploré les derniers recoins de la planète qu'il ne connaissait pas encore. Voilà. Je sais plus, un bout de l'Amérique du Sud, si je me souviens bien. Un espèce de haut plateau en Amérique du Sud où l'être humain était censé ne pas avoir mis les pieds jusque-là. Voilà. Et ça, c'était vraiment un titre triomphaliste. Et pour moi, ça m'est tombé sur la tête comme une chape de plomb, en fait. Et je suis devenu collapsologue ce jour-là, en fait, du haut de mes 25 ans. Moi qui étais formé, alors en plus, au pont et chaussées, donc formé à construire des ponts, des tours, des machins, des trucs glorieux, quoi. Tout à coup, je me dis, merde, putain, ça y est, on avait le tour. Eh ben, il va falloir changer de pied, quoi, parce que là, tout à coup, j'ai pris conscience, je me suis dit, ce jour-là, je me rappelle très bien, je me suis dit, il va falloir gérer ce qu'on a, parce qu'on n'aura pas plus. Voilà, c'était le constat que j'ai fait, quoi. Mais bon, pour moi, c'était absolument clair. Je me suis dit, notre modèle, il ne tiendra pas, quoi. Et donc, je ne me suis pas du tout reconnu dans les métiers traditionnels. Alors, les ponts, ils font plein de choses. Ils ne construisent pas que des ponts. Ils font de la finance, ils font de l'environnement, ils font plein de trucs. Mais c'est toujours des modes interventionnistes tu vois, c'est toujours construire, c'est toujours... soi-disant améliorer les processus naturels par des artefacts humains, quoi, des constructions, des trucs qu'on rajoute et qu'on complexifie. Et là, ce jour-là, j'ai plus cru. Voilà. C'était une entrée dans ma carrière qui était un peu rude, mais bon. Voilà. Et à l'époque, comme j'étais coincé aussi, la famille qui attendait que j'ai un bon job, etc. Enfin bon. Et ben je me suis dit, en fait, le calcul que j'ai fait, c'est que j'allais m'investir dans les services, la techno, l'information, en fait, pour essayer de mieux gérer ce qu'on a et essayer de ne pas refaire plus d'infrastructures. Mais j'ai fait effectivement 25 ans de carrière dans ce domaine, avec des grandes choses très, très rigolotes, hein. Les panneaux lumineux que vous avez sur le périph' qui vous donnent les temps de parcours, que vous voyez Porte d'Orléans 4 minutes, la prochaine fois, pensez à moi, c'est moi qui ai inventé ça. Voilà.
Voilà. Les GPS qui vous guident dans la bagnole et qui vous disent combien de temps vous allez mettre et par où il faut passer, c'est moi qui ai fait tourner le premier, en début 97. Voilà. Le GPS avait à peine 7 ans, vous voyez. Le GSM avait à peine 7 ans. Et voilà, j'ai fait plein de trucs très rigolos. J'ai bossé avec les politiques, j'ai bossé avec le Conseil d'État, sur des péages, des machins, plein de trucs. Voilà, et je me suis éclaté d'un point de vue intellectuel. Et par contre, en fait, j'avais un peu enfoui ma prise de conscience de 25 ans, que de toute façon, tout ça ne servait à rien. Et c'est la crise de 2008 qui est venue sonner à ma porte, qui m'a dit « Hé, rappelle-toi !» Voilà. Et en 2008, j'étais donc N-1 d'une grosse boîte d'ingénierie à Paris, très prestigieuse, faisant des grandes choses comme le viaduc de Millau, etc. Et en fait, ça a été pour moi un coup de tonnerre parce que je me suis rendu compte que les élites françaises, et c'est des gens souvent qui ont une intelligence étincelante, même rapide, mais ils n'ont pas compris ce qui se passe. Ils n'ont pas compris ou ils ne veulent pas comprendre. Ça dépend, il y a plusieurs scénarios. Mais pour moi, 2008, c'était juste le rappel que ça ne pouvait pas tenir, notre histoire. Et en fait, la réaction que je voyais de mon président, du président de mon président, de tous les actionnaires, de tous les clients, etc., c'est faut serrer les boulons pour que ça tienne. Et ça ne pouvait pas tenir. Et donc j'ai eu 2 années un peu difficiles, là, 2008-2010. Ça a été en fait des années de deuil où tout dans ma vie s'est écroulé, en fait, de tout ce avec quoi j'avais essayé de m'accommoder, plus ou moins. Voilà. Et j'ai vraiment, enfin, la sensation que j'ai eue pendant ces années-là, c'est la sensation d'être au milieu, vous savez, d'un décor de théâtre qui crame, quoi, où tout s'écroule, où tout le truc que vous avez autour de vous au niveau personnel, professionnel, idéologique, etc. Tout ça, voilà, et j'ai vendu ma maison, j'ai vendu ma bagnole. J'avais un gros salaire, je payais des gros impôts, j'avais une grosse voiture, une grosse maison. Vous imaginez très bien, quoi. Voilà. Donc j'ai tout planté. Et après quelques démêlés avec mon patron de l'époque, je suis parti en Inde, voilà, en 2010. Voilà. Avec en tout et pour tout une valise. Et pendant longtemps, j'ai gardé juste ma valise. Je déménageais en scooter, en fait, avec une valise posée sur le scooter. Je suis parti, je me suis installé à Auroville. Puis avec ma compagne de l'époque, on s'était dit, mais finalement, il y en a marre de cette vie en France, on part. Voilà. À l'époque, je me suis fait une image d'Auroville qui n'était pas la réalité, mais qui m'a attiré là-bas. C'est ça l'essentiel. Et cette image, c'est que c'était un lieu, comment dire, où quand tu es un être humain, que la dignité d'être humain était reconnue en tant que telle, et que parce que tu étais né et que tu étais là et de bonne volonté, tu avais ta place. L'histoire m'a prouvé que c'est pas si vrai que ça, mais voilà, c'est comme ça que j'avais vu Auroville. Et donc ça représentait quelque part pour moi l'antidote, la guérison de quelque chose qui était très blessé dans notre société, dicté par l'argent, la réussite, le bling-bling, tout ça, quoi. Voilà. Mais en fait, plus j'ai creusé et plus j'ai compris que j'étais vraiment profondément en phase avec la philosophie, on va dire, d'Auroville, quoi. J'ai vécu 10 années qui parfois ont tourné un peu, qui ont été inconfortables, on va dire, mais 10 années qui étaient super importantes, et j'ai une grosse gratitude vis-à-vis d'Auroville pour ça. Et ça reste, j'espère, vrai, que c'est un lieu dans lequel un être humain sincère qui veut quelque part, on va dire pour simplifier, vivre autre chose, peut faire quelques pas significatifs dans sa vie, quoi. Assez rapidement, j'étais introduit dans une ferme. Alors, je suis revenu à mes anciennes amours. En fait, je l'ai pas dit, mais quand j'étais gamin, j'étais très proche de la nature, au point de vivre dans une tente au fond du jardin pendant 6 mois de l'année. Enfin bon, j'ai eu des poules, des coqs, des oies, des canards, plein de choses, des arbres fruitiers, des petits fruits, une prairie. Et j'adorais soigner tout ça. Et j'avais un peu oublié ça en fait pendant toute ma carrière professionnelle.
Mais en fait, Auroville m'a donné l'occasion de renouer avec ça. Donc j'ai bossé avec un type qui est un maître jardinier, qui avait un potager conservatoire de graines. Et un beau jour, ce type me prend par la main, il me dit, tiens, j'en ai marre ce matin. Il faut dire qu'il y avait eu le cyclone en décembre 2011, un cyclone qui avait détruit 80% de la forêt là-bas. Donc le boulot n'était pas enthousiasmant début 2012, c'était à tronçonneuse, de dégager des arbres, d'essayer de sauver ce qu'on pouvait sauver du bois, quoi, tu vois. C'était un peu démoralisant. Et Bernard, il s'appelle, un matin, me dit, vers 10h30, 11h, il me dit, il y en a marre, Christian, je suis épuisé, j'en ai marre de ce boulot à la con. Viens, on va saluer Gérard. Alors je dis, c'est qui Gérard? Elle me dit, quoi, tu connais pas Gérard? C'est le fermier d'Aurore Chard. Et je dis, c'est quoi Aurore Chard? C'est vraiment un Blanc-bec, quoi. Et il me dit, c'est la première ferme d'Auroville, la ferme historique d'Auroville. Et donc il m'emmène, on passe la grille d'Aurore Chard et je suis tombé amoureux du lieu. Amoureux du lieu et amoureux des personnes aussi, du fameux Gérard et de sa complice Biti, des gens d'une grande stature morale. Et voilà, j'ai commencé à bosser un jour par semaine, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6. Et en fait, en octobre 2012, j'étais à temps plein, j'avais repris les légumes. Puis progressivement, j'ai tout repris. En fait. Et en 2014, 2013 même déjà, je pense, j'étais devenu le fermier principal d'Aurore Chard. Voilà. C'est une ferme que Gérard avait menée seul avec des salariés tamils, locaux. Il n'y avait pas d'Aurovilliens autres que lui, en fait. Parce qu'il se méfiait de la communauté, en fait, à juste titre d'ailleurs, je trouve, pour certains aspects. Et en fait, j'ai réinvité les Aurovilliens qui sont doucement revenus. Des volontaires sont venus un jour, puis 2, puis 3, puis vraiment, il y en avait plein. Et on a été jusqu'à 10, en fait. 10 Aurovilliens engagés dans la ferme. Et quand je suis parti, je l'ai laissé à l'équipe que j'avais constituée, en fait. Voilà, à Noël. En fait, la ferme, je ne sais pas pourquoi je suis tombé amoureux de cet endroit, parce qu'elle était un peu très amochée, en fait. Très amochée par 43 ans de culture en chimie, quand même. Hein, sur une terre tropicale, une terre rouge tropicale, qui est extrêmement fragile, en fait. C'est du sable, 85% de sable, de mauvaise argile. Ça ne tient pas, ce truc-là. Je me suis rendu compte, courant 2013, que j'avais là, en fait, une espèce de modèle réduit de la planète. Ma ferme était finalement dans l'état où on avait mis la planète, c'est-à-dire épuisée. Et je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas de passer en bio, parce qu'en octobre 2012, quand j'ai vraiment pris la responsabilité, je suis passé en bio. Si elle était en chimie, je suis passé en bio. Brutalement. Après, une histoire, ils avaient mis tellement de potasse dans les champs que la terre avait fleuri d'algues vertes comme en Bretagne. Puantes, gluantes. Là, j'étais vraiment en colère ce jour-là. Et là, j'ai piqué ma crise. Je me suis planté devant Gérard et Biti. Je leur ai dit, ça suffit les conneries. Si vous voulez que je continue à bosser ici avec vous, on passe en bio. Moi ça, je peux pas. C'est sans moi. Et là, Gérard m'a dit, yes. J'attendais ça depuis 10 ans ou 15 ans, mais c'était pas à moi de le faire. J'étais trop vieux. Je sais pas le faire, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui connaissait pas du tout le bio. Lui, à sa génération, c'était la révolution verte. Donc, c'était les engrais, les machins, etc. Il était formé comme ça. Et donc je suis passé en bio très brutalement. Du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Boum. Et ça s'est bien passé. Le passage en bio, c'est rien, quoi. C'est juste d'arrêter de foutre des merdes, quoi. Mais en fait, c'est pas ça le grand pas. Le grand pas, je l'ai fait les années suivantes. Et je l'ai fait en passant de bio à bio régénératif. Et ça, c'était vraiment... Ça a été une conversion intérieure. Ça, c'est aussi de me rendre compte d'arrêter avec l'exploitation, d'arrêter avec l'extraction, le fait de prendre, d'essayer de tirer des choses de la terre, le fait de devoir accepter son rythme, de la laisser se reposer et accepter plein de choses. C'était aussi accepter que des parasites puissent bouffer une partie de la récolte, tant que c'était équilibré, des choses comme ça. Et c'est aussi une reconnexion avec l'abondance fondamentale du monde, avec l'énergie solaire, etc. De plein de choses que j'ai comprises à cette époque-là. Donc ça, c'est l'inspiration qui me venait. Alors, je trouve que je suis scientifique, donc j'ai un gros background en physique, en chimie, etc. évidemment. J'ai beaucoup lu. J'avais déjà une bonne culture en agriculture quand même, parce que j'avais fait beaucoup de jardin dans ma vie. J'étais autonome en légumes quand j'étais jeune adulte, que j'avais mes enfants, 25 ans. J'étais à Strasbourg.
J'ai fait 1000 mètres carrés de potager voilà, de manière courante. Donc j'étais déjà dans la partie, si tu veux. J'avais un bon feeling, mais quelque part, le mindset, la mentalité, c'est toujours une mentalité d'exploiteur finalement. C'était toujours défoncer la terre pour en tirer quelque chose. Si tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé au cours de 2013, c'est vraiment... quand je parle de conversion, je choisis les mots, c'est comme une conversion de nature spirituelle. C'est vraiment de me remettre quelque part dans cette grande abondance de l'univers et de me calmer dans les angoisses qui font de l'exploitation, de dire mais non, mais on va pas manquer, enfin, faut arrêter les conneries, quoi. Je veux dire, la consommation annuelle d'électricité de toute l'humanité, vous savez combien de temps de soleil c'est sur la Terre? 6 minutes, 5-6 minutes. Et la consommation énergétique de toute l'humanité pendant un an, c'est 1 heure. On vit dans un ruissellement d'énergie. Et si vous n'emmerdez pas les plantes, vous vivez dans un ruissellement de biomasse. Et quand vous prenez conscience de ça, vous dites ah, mais ça fait du bien, putain. La vie, fondamentalement, c'est l'organisation d'un flux d'énergie. Ça s'appelle une structure dissipative en termes techniques. C'est un physicien qui s'appelle Ilya Prigogine qui a décrit ça dans les années 70 aussi. C'est la première fois en fait qu'on faisait la thermodynamique de systèmes ouverts. Jusqu'à présent, la thermodynamique s'était concentrée sur des systèmes isolés, fermés, des bouteilles thermos. Ce qui est très intéressant pour plein d'applications, sauf que dans la vie, on ne vit pas dans des bouteilles thermos. Hein. On mange, on fait caca, on boit, on pisse, voilà, on a froid, on a chaud, enfin tout ça, on se réveille, on s'endort, enfin on est toujours dans des flux en fait. Et Ilya Prigogine a constaté une chose absolument intéressante, c'est que lorsque un système physique est traversé par un flux, il s'auto-organise. Et on peut le voir simplement avec une poêle remplie de ça d'huile. C'est sur un feu tout doux, ça s'appelle les cellules de Besnard. Vous mettez un feu tout doux et vous attendez un moment et vous l'observez en lumière rasante. Et bien vous verrez un truc très, très intéressant, c'est que l'huile qui n'a pourtant pas fait de mathématiques et de géométrie s'organise en cellules hexagonales. Ben parce qu'il faut bien évacuer la chaleur. Entre le point chaud du feu en dessous et le point froid qui est l'atmosphère au-dessus, elle s'organise. Voilà. Et nous, point chaud soleil, point froid fond du cosmos. Et la vie s'est organisée. Regardez la Terre, comment elle marche, avec tous les grands courants océaniques, les grands courants atmosphériques. C'est une grosse structure dissipative. Et dans cette grosse structure dissipative, il y en a deux plus petites qui sont nous. Et nous sommes aussi dans un flux d'énergie. Imagine un moment d'arrêter les flux d'énergie qui te traversent, tu meurs. Voilà, c'est pas très compliqué. Si on veut favoriser la vie, si on veut construire de l'abondance, si on veut construire un paradis sur Terre, il faut redonner à toutes ces forces d'auto-organisation tout leur plein jeu. Il faut arrêter de les entraver en fait. Et leur plein jeu, tu regardes autour de toi comment ça s'est fait sur Terre. Comment c'est né la vie sur Terre? C'est né probablement d'auto-organisation physique à des niveaux physiques, avec aussi quelques combinaisons chimiques liées au rayonnement de l'époque, la chaleur de l'époque, les sources thermales peut-être, etc. Et puis un beau jour, il y a eu une invention phénoménale, c'est la chlorophylle. Et ça a commencé par des plantes en fait. Sans les plantes, on ne serait pas là, et il n'y aurait rien de tout ça. Donc en fait, l'abondance, elle est là. L'abondance, c'est l'énergie du soleil qu'on reçoit. Et qui sait récolter cette abondance? Les plantes. Voilà. Une agriculture qui s'est concentrée sur l'azote en tant que quelque part carburant pour faire pousser les plantes, en fait, c'est une agriculture qui s'est constituée d'abord en ignorant le sol. C'est-à-dire que vous voyez, quand vous donnez de l'azote à une plante, de l'azote soluble, vous court-circuitez la fonction biologique du sol de fixer l'azote, et donc quelque part vous court-circuitez toute l'étape de nourrir le sol et de faire qu'il soit vivant et de faire qu'il fixe l'azote et qu'il nourrisse bien la plante. Et donc la conclusion, c'est qu'à la fin le sol il meurt, tout simplement parce que vous ne le nourrissez pas. Vous vous focalisez sur la plante en lui donnant du carburant azote, comme vous vous focalisez sur votre bagnole en lui donnant du carburant pétrole. La bagnole roule, vous êtes content, la plante pousse, vous êtes content. Sauf qu'il y a un truc que vous avez oublié, là, au passage, c'est que vous avez négligé le sol. Et le sol, quand il est négligé, au bout d'un moment, comme c'est un être vivant, comme vous, comme moi, comme toutes les plantes, il meurt.
tout simplement. Il ne meurt pas tant d'ailleurs du fait d'être empoisonné. Le sol, un sol qui se porte bien, ça a une capacité à métaboliser des molécules, y compris des pas belles, qui est extrêmement impressionnant. Un sol qui se porte bien, ça métabolise de l'essence, du benzène, enfin, c'est vraiment impressionnant ce qu'un sol peut faire. Mais par contre, si vous ne le nourrissez pas, il meurt. Ça, c'est absolument sûr. Et c'est quoi la nourriture du sol? Eh ben, c'est les plantes qui meurent, et c'est les animaux qui meurent, et c'est les animaux qui font caca, les animaux qui font pipi. Voilà. En gros, c'est ça. C'est les feuilles qui tombent, les arbres qui tombent, tous les déchets végétaux, etc. Donc, je ne sais pas si c'est un peu désordonné mon exposé, mais globalement, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est tout d'un coup, c'est la roue de la vie, on pourrait dire. Et la roue de la vie, d'abord, c'est l'énergie du soleil. C'est les plantes qui sont capables de récolter l'énergie du soleil et l'énergie gratuite de l'air. Rendez-vous compte, tout vient d'en haut. Le soleil, l'air, c'est gratuit, ça circule. Pour l'instant, on ne nous fait pas payer, Dieu merci, heureusement. Et c'est 98% du truc. Non mais, de quoi on se plaint? Voilà. Donc, une plante pousse. Une fois que cette plante a poussé, c'est un cadeau. Vous l'avez reçu, ce truc-là, c'est gratuit. Voilà. Et qu'est-ce que vous en faites? Soit c'est une plante à manger et vous la mangez, et vous êtes content. Soit c'est une plante pas à manger, et auquel cas vous faites ce que la nature fait. C'est-à-dire vous la retournez au sol parce que c'est la nourriture du sol, donc vous soignez le sol. Et quand vous la retournez au sol, ça s'appelle pailler en français. Quand vous la retournez au sol, ça a deux fonctions principales. Vous protégez le sol. Donc comme tout être vivant, il aime bien le protéger. Il aime bien avoir sa petite maison. Et le paillage du sol, c'est la maison du sol. Et secondo, c'est la nourriture du sol aussi. Parce que c'est ça qu'il mange. C'est pour ça qu'il faut le renouveler, parce que contrairement à nous qui ne mangeons pas nos maisons, le sol mange sa maison. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait on a multiplié les activités anthropiques et destructrices, et puis qu'on a un peu négligé les activités régénératrices. Voilà. Oui, le mot régénération, c'est important. La régénération, ça commence par capter l'énergie du soleil. Donc faites pousser des plantes, bon Dieu. Voilà. Et quand vous avez ces plantes, soit vous vivez comme un elfe au milieu de la forêt, et tant grand bien vous fasse, en cueillant des baies, je sais pas quoi, ça s'appelle la chasseur-cueilleur, voilà, et ça marche. Il ne faut pas être trop. Voilà. Soit vous faites, si vous devez faire de l'agriculture, vous faites pousser des plantes à manger, mais vous faites aussi pousser d'autres plantes qui simplement récoltent le soleil, poussent, récoltent du gaz carbonique, récoltent de l'eau, récoltent de l'azote, et ces plantes, vous les retournez au sol en paillage, et vous donnez à manger au sol. Du coup, le sol, il est florissant. Un sol florissant, ça fait des plantes florissantes, et là, déjà, votre cercle, il est bon. Et là, vous pouvez vivre à la marge sur ce cercle florissant, parce qu'il y a de l'abondance. Mais si vous éteignez le cycle plante-sol, comment vous voulez trouver de l'abondance? Il faut permettre à la roue de la vie de tourner de nouveau, quoi. Elle tourne spontanément. En fait, quand on arrête de l'emmerder, la roue de la vie, elle tourne très bien. Il n'y a pas de problème. Et quand tu as touché cette abondance-là, mais tu as un optimisme inoxydable, je peux te dire. Moi, j'ai peur de rien, en fait. Ça m'a quitté, ça. Mais quand tu travailles la terre et que tu le vis petit à petit, ça, comment dire, c'est pas un savoir que tu as qui est mental, mais c'est quelque chose que tu intègres dans ta vie comme une espèce de socle, tu vois, qui est vraiment très fort. Indubitablement, les conneries humaines vont faire changer la physionomie de la Terre, ça c'est râpé, c'est fait. Et il n'y a pas de bouton reset. Par contre, ce que je sais, c'est que la vie continue. Tu vois, ces cycles de vie-là, ils existent, et que les plantes se démerdent déjà, les animaux se démerdent déjà et s'adaptent. Ça bouge là, actuellement. Et là, j'ai une entière confiance dans la capacité de l'environnement à recréer quelque chose. Ah oui, ça va se régénérer. Par contre, ça ne va pas se faire sans casser de bois. Ça, le collapsologue te confirme que voilà, on va perdre des humains par milliards. Le grand arbre doit tomber pour laisser émerger ouais. On vit dans un monde aujourd'hui qui est un monde fantasmé, qui n'est pas un monde réel en fait. Et ça culmine dans ce qu'on appelle l'économie. Vous savez d'où ça vient le mot économie? Gestion. Oikos, nomos. Oikos, c'est la maison, et nomos, c'est la bonne pratique, c'est la bonne gestion. Donc en fait, économie, ça devrait vouloir dire la bonne gestion de la maison. Et c'est trop drôle, hein.
Et en fait, vous devriez écouter un philosophe canadien, il a un accent québécois délicieux en plus, il s'appelle Alain Deneault, D-E-N-E-A-U-L-T. Et il travaille beaucoup sur ça, sur la dérive de l'économie en fait. Et aujourd'hui, l'économie monétaire, l'économie politique et tout sauf économique en fait. On est dans une construction mentale, un schéma mental dans lequel le critère de réussite, le critère de succès a été placé, le focus a été placé sur un objet virtuel qui est la richesse monétaire. Et manque de peau, c'est pas quelque chose qui nous fait vivre. Et on ne regarde pas le bonheur, on ne regarde pas la santé, ou on ne fait que la chiffrer, tu vois. Et ça peut pas fonctionner en fait. Donc on n'est pas en train de gérer la maison, on est en train de gérer des comptes en banque. Et c'est embêtant, quoi. Et alors là, il faut dire comment on le fait. Globalement, c'est bête comme chou. Régénérer, c'est quoi? C'est laisser tourner la roue de la vie. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire pousser des plantes, récolter du soleil, retourner ces plantes au sol, nourrir le sol, améliorer le sol, et t'améliores les plantes. Et quand ça tourne suffisamment bien là-dessous, les animaux sont contents. Nous, entre autres. Voilà. La roue de la vie, elle ne marche que s'il y a des choses qui poussent et qui se créent et qui croissent, mais aussi que s'il y a des choses qui meurent. Et si ça ne meurt pas, ça ne peut pas repousser. Et en fait, on peut voir aussi l'impasse dans laquelle on s'est mise comme en fait un excès de yang et un déni des processus de mort et de décomposition. De même que avec une voiture, en fait, jusqu'à ce qu'elle soit vieille, quand elle est vieille, on la jette, quoi. En gros, on n'est pas. Voilà. C'est quelque chose. Quelque part, la mort de la voiture, ça fait pas partie du programme voiture. Le rêve de la voiture, c'est une voiture glorieuse. Une voiture, tu mets du pétrole dedans, tu appuies sur l'accélérateur, ça fait un mais si possible, c'est clinquant, chromé et tout. Et ça a du bon son dedans, etc. Et l'agriculture, c'est pareil. Regardez, l'agriculture conventionnelle, c'est une agriculture dans laquelle le champ est propre, totalement maîtrisé, où la plante, c'est exactement la plante qu'on veut qui pousse, elle pousse à la hauteur qui a été déterminée par son gène, et elle est belle et elle n'a pas de défaut. Et on ne tolère pas le défaut. Si elle a un défaut, on traite. Bing. Et on fait disparaître le défaut. Et tout ça, je l'associerais, avec la qualité yang, la qualité de faire pousser un truc qui est beau, qui est glorieux, l'homme avec ses muscles qui s'affichent, etc. Mais en fait, on a juste complètement banni en fait la dimension de la maladie, de la mort et finalement de la régénération et de la matrice. Qualité yin. Qualité féminine. Souvent, c'est pas pour rien que les soignants, notamment avec le Covid, on se rend compte que les soignants, c'est souvent des soignantes en fait. Parce que qui est capable, effectivement, d'accueillir la mort, d'accueillir la maladie, jusqu'au point zéro, si tu veux, de la détresse, pour pouvoir redonner la vie. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans le ventre d'une femme quand un bébé est né? C'est sombre, c'est noir, c'est dedans. C'est exactement ce qui se passe aussi dans les processus naturels en fait. Et le mouvement yin, il existe aussi dans la nature. C'est le mouvement des feuilles qui tombent, des arbres qui meurent, des plantes qui meurent et qui se décomposent. C'est le métabolisme assez souterrain et difficile à comprendre du sol en fait. Alors on dit souvent on ne comprend pas les femmes, mais en fait on ne comprend pas plus le sol. Et c'est intéressant le parallèle, tu vois. On a investi vachement pour comprendre les plantes, comment elles poussent. Alors les agronomes, ils savent tout des plantes, comment ça pousse, machin, etc. Comment, ce qu'il faut mettre comme cocktail pour que ça pousse et tout. Mais ils savent rien du sol. Mais rien de rien. On ne connaît pas 95% de la faune et de la fongique et animale du sol. Hein, quand même, il faut vous rendre compte de ça. Hein. On ne connaît pas 95% de ce qui se passe là-dessous. Hein. Et pourtant, probablement, c'est 90% de la biomasse terrestre. On a juste oublié un truc fabuleusement important, quoi. Et donc, en fait, ce cycle, cette roue de la vie que je vous ai décrite avec les plantes et le sol principalement, c'est aussi une affaire de yang et de yin. Et le déséquilibre du monde, c'est un déséquilibre du yang et du yin. Et c'est aussi un déséquilibre de l'homme et de la femme. Et j'ai envie, s'il y a un mot de la fin, il y en aura... Enfin,
on pourrait en parler des heures, je dis je suis passionné, mais s'il y avait un mot de la fin, je ne saurais pas formuler un bon mot comme ça au débeauté, mais c'est que je pense que l'agriculture juste, donc en fait un rapport juste avec notre environnement nourricier, c'est une réconciliation du féminin et du masculin. Et malheureusement, actuellement, c'est une réintégration du féminin par le masculin, un peu, on va dire. Je pense que ça, c'est une dimension très importante. Merci pour ce partage. Je te remercie de me remercier, mais en fait, c'est tout naturel. Je considère, moi, que la période est troublée, là, qu'il va falloir se réinventer, et se réinventer bien, quoi, profondément. Ma porte est toujours ouverte pour ça, parce que je pense que la transmission, c'est ce qui est le plus important. C'est pas, j'ai 60 balais, moi, hein, donc on va dire, c'est pas moi qui vais faire le monde de demain, quoi. Par contre, ce que je sais, je peux le transmettre, oui. Voilà.